Ce programme vous est offert par Illico Cash. La mort de Patrice Emery Lumumba, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, demeure un événement majeur de l'histoire contemporaine africaine. À travers son destin tragique, de nombreuses leçons politiques, historiques et sociales se dessinent. Réforme des institutions, des nominations et des permutations au sein de l'appareil judiciaire et dans certaines entreprises du portefeuille de l'État. Processus de paix dans l'Est malgré ses limites observées depuis 2 ans. João Lourenço et Emmanuel Macron décident de le relancer. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, bienvenue. 17 janvier 1961, 17 janvier 2025, cela fait exactement 64 ans que mourait tragiquement le premier ministre Patrice Emery Lumumba, assassiné dans le Katanga, avec 2 de ses compagnons de lutte, dont Joseph Okito et Maurice Mpolo. 64 ans après, que retenir du populaire et charismatique père de l'indépendance de la RDC? Héritier Tambois nous en parle dans ses récits. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Considéré comme le premier héros national et doté des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne, Patrice Emery Lumumba est l'une des principales figures de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Dans sa lutte, il a non seulement combattu la colonisation, mais il ne s'est également jamais présenté comme un noir, mais plutôt comme un être humain face aux blancs dominants. Selon l'histoire, le 30 juin, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, Lumumba prononce un discours virulent dénonçant les abus de la politique coloniale belge. Son discours est une réponse au discours du roi Baudouin qui décrit la fin de la domination belge au Congo comme étant l'aboutissement de la civilisation du Congo que Léopold II avait initié dans l'État indépendant du Congo. Dans son discours, Lumumba affirme que l'indépendance acquise est née de la lutte contre l'esclavage humiliant que constitue le colonialisme. Il en appelle à l'Afrique, à tous les continents africains pour la libération duquel l'indépendance de la RDC constitue un pas décisif. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Il en appelle aux populations congolaises, aux gouvernants et gouvernés à un patriotisme qui n'exclut personne pour cause de différences tribales ou parce qu'il a une nationalité étrangère. Depuis, les discours de Lumumba a été loué et apprécié pour son utilisation de la rhétorique politique et est considéré jusqu'à présent comme un moment marquant de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais il a également été cité comme un des facteurs de la période de crise qui a suivi cet événement aboutissant au meurtre de Lumumba en 1961. Vivant, Lumumba fut une personnalité qui suscita autour d'elle des passions contradictoires. Il continue à peser sur la vie et les destins de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. À 17 janvier, date marquant la commémoration de la vie politique de Patrice Emery Lumumba. Plusieurs partis politiques en sont restés dans des simples slogans. Émile Louaé, proche de l'ancien Premier ministre et ami d'enfance, pense que la persévérance et la formation en continu ont caractérisé Patrice de Wembonema à Kinshasa. Il est le saint. Quand il était arrêté, torturé, il n'a pas pris. Amen. Ça, tout le monde sait. C'est par cet temps ferme que François Lumumba rappelle la bravoure de son fait père, héros national Patrice Emery Lumumba. Pensant et pensif, le professeur émérite Émile Louaé, ami d'enfance de Patrice Emery Lumumba, brosse les parcours du héros national. Moi, je retiens que Patrice, ce qu'il intéressait, c'est la compétition. Il a mené des histoires, il a mené à Tchoumbe. Il a mené à Weboya. Il prenait les histoires de la guerre, il a battu. Donc, son problème, c'est de savoir quels étaient les problèmes d'hier. La guerre de l'Est, la trop controversée béatification du roi Baudouin, la profanation du mausolée de Patrice Emery Lumumba et la réforme de la Constitution, ce sont les 4 piliers des lumumbistes actuels.
combat du mouvement national congolais. Pour Jean-Pierre Boïka et notre lumumbiste témoin, si les Congolais étaient restés sur les traces de Patrice Emery Lumumba, les pays voisins n'oseraient jamais agresser les grands Congo. Si les Congolais auraient suivi le programme de Patrice Emery Lumumba, le gouvernement de Patrice Emery Lumumba, on ne pouvait pas arriver à ce niveau. Révélant les secrets de son père, François Lumumba pense que de Wembonyama, Tchumbe, Maniema, Kisangani jusqu'à la capitale, les héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, avaient pour arme principale la détermination et la formation en continu. Entre-temps, le gouvernement de la République démocratique du Congo a assuré que rien ne serait entravé le bon déroulement des activités prévues dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Selon un communiqué du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, les enquêtes préjuridictionnelles concernant les actes de vandalisme perpétrés le lundi 18 septembre 2024 au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, situé à l'échangeur de Limité, ont été clôturées. Toutes les dispositions nécessaires ont été d'ailleurs prises pour la sécurisation et l'embellissement du mausolée en vue de préserver ce lieu de mémoire. Nous allons veiller à ce que l'unité de notre patrie profite véritablement à ces... Et à l'occasion de la 64e commémoration de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a adressé un message aux Congolais en rendant hommage au héros national. Nous allons veiller à ce que l'unité de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Il y a 5 points essentiels qu'il faut prendre en considération quand on parle de Patrice Emery Lumumba. Lumumba, martyr du nationalisme africain et héros de la lutte pour la libération, a défendu notre liberté et notre dignité. Son audace face à l'oppression a fait briller notre nation comme un symbole d'unité pour tous les Africains, ouvrant ainsi la voie à la dignité et à la souveraineté. Je pense que tout le monde est d'accord pour partager le fait que Lumumba a fait preuve d'une grande détermination dans l'adversité. Lumumba, on le sait, on le dit, a sacrifié sa vie pour la République démocratique du Congo aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque Congolais, chaque Congolaise a un rôle à jouer. Et pour cela, nous devons soutenir nos FARDC et défendre les valeurs qui renforcent notre nation. La vision d'un Congo libre et autonome de Lumumba, vision que partage le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous inspire à travailler vers un avenir meilleur tous les jours. Et ça, c'est ce qui me motive à chaque fois quand je me lève le matin. C'est ça que je vois devant moi. Aujourd'hui, nous faisons face à des menaces extérieures qui exploitent nos fragilités. Il est ainsi essentiel de renforcer notre unité nationale en favorisant le dialogue et en encourageant la solidarité entre tous les Congolais et toutes les Congolaises. Notre force vient de notre diversité et c'est ensemble que nous pouvons surmonter les défis et protéger notre intégrité nationale. Lumumba croyait en un avenir prometteur pour notre pays. Aussi, j'encourage les jeunes Congolais et Congolaises à avoir foi en eux, à travailler pour construire un avenir meilleur pour notre pays. Je pense que, et je souhaite que cet héritage inspire chacun de nous, chacun des jeunes Congolais et Congolaises, à œuvrer ensemble pour la grandeur de notre pays, la République démocratique du Congo.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est engagé résolument dans une réorganisation de l'appareil judiciaire, une démarche éminemment symbolique qui pourrait redéfinir le paysage sociopolitique du pays. D'après une série d'ordonnances présidentielles lues sur la télévision nationale par la porte-parole du chef de l'État, Jean-Paul Mukolonko Kesha, actuel procureur général près la Cour constitutionnelle, a été permuté au Conseil d'État en remplacement d'Antoine Félicien Iluta. De l'autre côté, Moké Maëlé le remplace au poste de procureur général près la Cour constitutionnelle. Brigitte Tsetsele a été nommée première présidente du Conseil d'État. Odio Nonde, l'actuelle première présidente du Conseil d'État, est admise à la retraite, mais nommée juge à la Cour constitutionnelle. Bienvenue Moyangu, nommé directeur général adjoint de la SNEL. Serge Bokana, nommé directeur général adjoint de Afridex. Mukendi Chikala, directeur général du Congo Airways. Et Mamicho Ponchilobo est maintenue directrice générale adjointe de Congo Airways. Le président João Lourenço a échangé avec son homologue français hier, Emmanuel Macron, à Paris. La paix dans l'est de la République démocratique du Congo en proie à des violences persistantes alimentées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda était au cœur de leur discussion. La paix dans l'est de la République démocratique du Congo est désormais la priorité du président angolais. João Lourenço rencontre dans la date du 16 janvier 2025 son homologue, le président Emmanuel Macron, à Paris pour but d'accélérer les processus de paix par un dialogue de haute envergure. La priorité, en effet, dans les Grands Lacs, doit aller au dialogue et à la recherche d'une paix durable dans le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le président angolais renchérit en disant que l'Angola est en train d'assurer son rôle des médiateurs afin d'essayer de mettre fin à ces conflits, mais la tâche semble ardue. Entre-temps, le président congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame devraient se rencontrer à Luanda pour des pourparlers de paix, mais les deux parties n'ont pas réussi à s'accorder sur les termes, aboutissant à l'annulation en dernière minute du sommet. Le président français et angolais ont aussi insisté sur leur volonté de développer les échanges bilatéraux qui s'est traduit par la signature des contrats et d'investissement à hauteur de 400 millions d'euros à l'occasion de cette visite. Pas de repos pour les médiateurs angolais, il s'est dit de ne pas s'arrêter tant que la République démocratique du Congo ne parlera pas de sa paix totale dans ses territoires. Le président, au Nord Kivu, plutôt, au moins 37 ex-otages des rebelles ADF ont été remis à la société civile de Beni hier jeudi. Ceci intervient après les offensives menées par les armées congolaises et ougandaises face aux ADF. Ces derniers seront réintégrés dans la vie communautaire. Ce sont des civils libérés lors des offensives menées par les armées congolaises et ougandaises sous le commandement du secteur opérationnel Sokola 1 Grand. Ces ex-otages étaient enlevés par les assaillants en majorité dans les champs en pleine activité champêtre, notamment à Beni, Lubero, Irumu et Mambasa en Ituri. Parmi ces ex-otages figurent 7 hommes, 18 femmes et 12 enfants. Ces civils, qui ont passé du temps entre les mains des services de sécurité, seront réintégrés dans la vie communautaire. Pour Pékin Kavota, président de la société civile en ville de Beni, chacun doit veiller à ne pas les stigmatiser après la dure épreuve subie en captivité. Ils étaient kidnappés effectivement dans différentes entités, non seulement de la province de Nord-Kivu, mais aussi de l'Ituri. C'est autant qu'aujourd'hui, après avoir travaillé longuement avec les ex-otages, les services a trouvé, mais encore une fois, de les remettre pour en fait qu'ils soient réintégrés dans leurs familles respectives. Nous appelons la population de les recevoir, de ne pas les traumatiser encore, mais de les recevoir et qu'ils soient bien accueillis. Et à eux, nous leur donnons aussi les conseils, s'ils ont peut-être des contacts avec l'ennemi, de couper ce cordon ombilical au nom de la paix, au nom de la restauration de l'autorité de l'État dans notre région. Il faut signaler que depuis l'avènement des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF, dénommées Souja, des centaines d'otages ont recouvré la liberté. Cette dernière vague des libérés est composée de civils pris en captivité dans les localités de la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri.
Le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo, a débuté hier jeudi une itinérance dans la province du Congo central, première zone de défense des forces armées de la RDC. Il s'agit de la 10e province visitée par le ministre de la Défense dans le cadre de son programme de tournée des provinces en vue de palper du doigt les réalités du terrain. Cette itinérance s'inscrit dans une démarche visant à mieux appréhender les réalités vécues par les FARDC sur les terrains, comprendre leurs défis quotidiens et recueillir leurs préoccupations afin de leur proposer des solutions adaptées, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Banzangongo, premier arrêt du cortège du patron de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadjanvita, qui est accompagné du chef d'état-major général adjoint en charge des renseignements et opérations, le lieutenant-général Ishalingonza Nduru, ainsi que des commandants de la 12e région militaire, première zone de défense, le général-major Alingebia Nzambi. Les VPM de la Défense nationale et sa suite ont visité les camps EBA, la Poudrière et FATBL, l'école de formation d'artillerie et l'application des troupes blindées où une séance de briefing a été organisée. En bon père des familles, Guy Kabombo Mwadjanvita a échangé avec les épouses, le veuve et les dépendants de militaires. Il leur a remis un lot d'épargne et les a encouragés avec une enveloppe consistante. L'itinérance du vice-premier ministre de la Défense nationale au Congo central prévoit la visite des différents établissements et infrastructures de l'armée dans cette province. La République démocratique du Congo renforce sa trajectoire économique avec l'approbation par le conseil d'administration du Fonds monétaire international de 2 programmes d'un montant total de près de 3 milliards de dollars américains. Un appui historique que le pays obtient avec les efforts du ministère des Finances selon la vision du chef de l'État. Ces accords comprennent une facilité élargie des crédits FEC de 1729 milliards de dollars américains et une facilité pour la résilience et la durabilité FRD de 1038 milliards de dollars, couvrant une durée de 38 mois. Ces mécanismes traduisent la confiance du FMI dans les réformes engagées par le gouvernement sous la direction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le programme FEC vise à préserver la stabilité macroéconomique, renforcer la gouvernance et la transparence et promouvoir une croissance inclusive. Par ailleurs, le programme FRD accompagne la RDC dans son rôle stratégique de pays solution en matière de lutte contre le changement climatique et de transition vers une économie mondiale à faible émission de carbone. Le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé a confirmé qu'un premier décaissement de 240 millions de dollars sera affecté à la balance de paiement. Les fonds futurs issus de ces programmes seront alloués aux infrastructures et autres secteurs prioritaires pour répondre aux aspirations légitimes de la population congolaise. Dans un communiqué, le ministère des Finances a salué les efforts de coordination de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka ainsi que la contribution des experts des ministères des Finances, du Budget et de la Banque centrale du Congo qui ont joué un rôle clé dans la conclusion de cet accord. Ces programmes marquent une continuité dans les projets réalisés avec l'accord FEC 2021-2024 et ont permis de réduire l'inflation, d'accroître les réserves internationales et de stabiliser l'économie nationale. Avec ces soutiens historiques, la RDC renforce sa position sur la scène internationale et poursuit ses efforts pour bâtir une économie durable, inclusive et résiliente au service de son développement et du bien-être de sa population. Le ministre provincial de la Justice du Sud Kivu, Faustin Mayani Shindano, a officiellement lancé l'opération de la cartographie de lieux de détention de Walungu au nom du gouverneur de province. Cette initiative marque le début des activités visant à identifier les détenus nécessitant une assistance juridique gratuite et à réformer les pratiques dans les centres de détention. Cette mission, menée par une commission composée de magistrats civils et militaires, a pour objectif de remédier aux dysfonctionnements constatés dans le système judiciaire et carcéral. Selon le ministre provincial de la Justice représentant les gouverneurs des provinces, plusieurs personnes ont été trouvées en détention pour des faits bénins ou en raison de lacunes institutionnelles. C'était important de venir appuyer ces projets. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui nous aide
à donner la possibilité à tout le monde d'accéder à la justice pour réduire non seulement les tensions communautaires, mais pour éviter que certaines personnes qui, une fois, ils n'ont pas accès à la justice, ils font recours à des solutions criminelles. Et ça permet à ces projets d'éviter ce genre de situations, ce genre de dérapages. Ces projets et la cartographie des lieux de détention témoignent d'un engagement fort en faveur de la justice et des droits humains dans le Sud Kivu. À travers ces initiatives, les autorités espèrent établir un système judiciaire plus transparent, équitable et respectueux des droits fondamentaux des citoyens. Par cette activité, nous voulons d'abord, cartographier les cachots, amigos et prisons du territoire de Walloum. C'est pour cela que la semaine prochaine, nous serons même au niveau de Camagnola. Nous voulons aussi connaître les conditions dans lesquelles sont détenues les personnes ici au niveau de Walloum, afin de savoir qui sont les personnes qui sont détenues de manière arbitraire. Les hauts magistrats vont procéder carrément à la libération de ces personnes. Nous voulons donc commencer à organiser ces activités de manière régulière afin de réduire la souffrance de la population dans le domaine de la justice. Le projet Accès à la justice, financé par les royaumes des Pays-Bas pour une durée de 4 ans, est mis en œuvre par un consortium d'organisations internationales composé d'Alerte, AIPIS et Paul Institute. Elle vise à promouvoir l'accès à la justice pour les populations vulnérables tout en renforçant les capacités des institutions judiciaires et pénitentiaires de la région. En dehors de nos frontières, vous le savez, Israël et le Hamas ont parvenu mercredi à un accord pour un cessez-le-feu de 42 jours, une trêve qui doit entrer en vigueur ce dimanche. Mais sur le terrain, la situation est signalée confuse. De morts ont été rapportés jeudi suite aux nouveaux affrontements. Que retenir de la situation actuelle dans cette guerre? Le point dans ce récit. Avant la trêve qui doit débuter dimanche, les frappes israéliennes continuent sur la bande de Gaza, faisant 81 morts en 24 heures selon le ministère de la Santé du Hamas. La situation demeure confuse sur le terrain après l'annonce d'une trêve dans la bande de Gaza. Malgré l'accord, les deux parties ne semblent pas parler un même langage. À la différence du Premier ministre qatari qui a annoncé mercredi soir la signature d'une trêve entre les deux belligérants, l'État Israël, lui, parle truchement de son Premier ministre Benjamin Netanyahu, parle pour sa part d'un accord sur la libération des otages. Selon plusieurs sources, l'accord obtenu à l'issue d'une médiation du Qatar à l'aide des États-Unis et de l'Égypte doit faire l'objet d'un vote au sein du cabinet de sécurité avant d'être validé par un vote en Conseil des ministres pour pouvoir être mis en œuvre. Parmi les réactions à ces sujets, il y a par exemple Washington, principal allié d'Israël, comme les autres membres du G7, qui appellent l'État hébreu et les Hamas à travailler à la pleine mise en œuvre de la trêve après cet accord qui est une importante nouvelle. Ils encouragent également les belligérants à aller plus loin et à négocier une paix durable. Rappelons que cette annonce du cessez-le-feu entre en vigueur à un jour avant l'investiture du président américain nouvellement élu, Donald Trump. Un nouveau-né dans le monde littéraire à Lubumbashi, la responsabilité de la théologie pratique en Afrique noire, c'est l'œuvre scientifique écrite par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la SANCO, Monseigneur Fulgence Mugalu, et qui a été baptisé hier, jeudi 16 janvier 2025, par le cardinal Fridolin Ambongo. Le gouverneur Jacques Yabula a pris part à ces vernissages. La double cérémonie de présentation et de vernissage du livre « La responsabilité de la théologie pratique en Afrique noire », écrit par Monseigneur Fulgence Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la SANCO, a vécu au centre pastoral Monseigneur Tafunga, en présence notamment du cardinal Fridolin Ambongo, des princes de l'Église catholique et du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Abula Katwe, qui avait à ses côtés sa ministre provinciale du genre, Valérienne Mombaki Boko, la vice-présidente du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés et sénateurs, ainsi que d'un parterre d'éminents professeurs d'université. Deux moments forts ont caractérisé cette cérémonie riche en couleurs, notamment la présentation de l'auteur par M. l'abbé Norbert Mujinga et la prestation de l'œuvre par le professeur émérite Kilanga Moussinde. Dans ce monde des circonstances, Monseigneur Fulgence Mugalu a rassuré l'assistance avoir pris 25 ans pour écrire ce livre et a recommandé sa lecture. Pour sa part, le cardinal Fridolin Ambongo a dit toute sa reconnaissance à l'endroit de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et auteur du livre pour la considération et surtout le choix de sa personne pour préfacer cette œuvre d'un théologien pratique. Je suis honoré par cette marque de confiance parce que depuis 7 ans, nous partageons
nos joies et nos peines, nos questions et nos réflexions concernant apporter mieux l'impact de nos études pour l'avenir de l'Église et de la société. L'autre temps fort était le vernissage du livre par le cardinal Fridolin Ambongo. Suivront la vente et les dédicaces du livre par l'auteur. Place au rappel des titres. La mort de Patrice Emery Lumumba, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, demeure un événement majeur de l'histoire contemporaine africaine. À travers son destin tragique, de nombreuses leçons politiques, historiques et sociales se dessinent. Réforme des institutions, des nominations et des permutations au sein de l'appareil judiciaire et dans certaines entreprises du portefeuille de l'État. Processus de paix dans l'Est, malgré ses limites observées depuis 2 ans, Joao Lourenço et Emmanuel Macron décident de le relancer. On va prendre la revue de presse dans un instant. Nathan Diamoté nous rejoint pour la lecture transversale des journaux parus ce matin. Bonjour. Bonjour Bédrine. On ouvre avec ce sujet. 17 janvier, l'opinion partagée autour de la tenue des activités à l'occasion de la commémoration de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Effectivement, Bédrine, la presse ce vendredi s'intéresse essentiellement à cette journée commémorative de Emery Patrice Lumumba, qui est d'ailleurs un visage emblématique des indépendances africaines. Depêche.cd ouvre le bal et écrit sur sa une « RDC, flou entre la famille et l'État autour de l'organisation des activités commémoratives de Lumumba ». Bédrine, ces médias rapportent que Kinshasa, 17 janvier 2025, la famille dit non et le gouvernement dit oui. L'opinion est partagée en ce qui concerne l'organisation des activités commémoratives du 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Ces portails précisent que le gouvernement, par l'entremise du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, confirme la tenue des activités commémoratives du premier ministre congolais ce vendredi 17 janvier. Radio Okapi, pour sa part, pointe à la une RDC, la famille Lumumba boycotte les activités commémoratives du héros national. Pour ce média onusien qui a interviewé d'ailleurs Roland Lumumba, qui est le fils du héros national, la raison du boycott demeure la profanation du mausolée de leur père, tout en rappelant cet événement du 19 novembre. Bédrine, le mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, érigé à la place de l'échangère à délimiter à Kinshasa, avait été profané. Vous vous rappelez, et certainement Bédrine, les vitres avaient été brisées par des personnes non identifiées. Par contre, le média en ligne mediacongo.net relate les combats de Lumumba, qui était la lutte contre la balkanisation, qui est toujours dans l'actualité 64 ans après. Selon ses observateurs, bien évidemment, Bédrine, il évoque dans ses colonnes intérieures, comme par hasard, c'est au moment où sa lutte contre la balkanisation de la RDC n'a jamais été d'une aussi brûlante actualité que de personnes mal intentionnées, des ennemis de la République, ont choisi de vandaliser dans la nuit du 18 au 19 novembre dernier le mausolée du héros national, dont les sites est supposé pourtant bien sécurisé. Et on va terminer avec ce sujet, processus de Luanda. Joao Lourenço et Emmanuel Macron totalement confiants pour une paix durable en RDC. Effectivement, Bédrine, c'est un sujet qui est relayé par plusieurs journaux internationaux. Et nous commençons tout d'abord par TV5 Monde qui met sur sa une « La France et l'Angola appellent à la reprise du dialogue au plus haut niveau entre Kinshasa et Kigali ». Le média informe que le président français Emmanuel Macron et angolais Joao Lourenço ont appelé jeudi à la reprise des discussions au plus haut niveau entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en conflit dans l'est de la RDC
et tout en précisant la priorité qui doit aller au dialogue et à la recherche d'une paix durable. Bédrine, de l'autre côté, Radio France Internationale RFI rapporte que sur le plan des enjeux diplomatiques, la question du rôle de médiation de l'Angola dans les conflits qui opposent Kinshasa et Kigali dans l'est de la République démocratique du Congo, Emmanuel Macron a indiqué que la France soutient l'investissement de l'Angola dans le processus de paix de Luanda pour la recherche d'une paix durable dans le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et merci beaucoup Nathan pour cette sélection fournie. C'est moi qui vous remercie Bédrine. Et c'est également la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour plus d'infos, rejoignez-nous sur Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.